Donc voilà, alors on est ensemble pour une petite heure pour répondre à la question de Mélanie. Une petite heure où on va voir pas mal de petites choses. En tout cas, l'ensemble de mon intervention va consister à essayer de vous expliquer un petit peu la méthode sur laquelle on travaille. Nous, on travaille avec un outil pour essayer de comprendre où vous en êtes dans votre vie professionnelle. Donc je vais partager une petite présentation qui est simplement là pour nous guider. Juste le temps que je remette la main dessus, parce que c'est toujours comme ça. Donc, je pense normalement que vous devez voir ma présentation. Je vois aussi le chat, hein, donc vous n'hésitez pas, vous pouvez poser vos questions directement. Donc voilà, donc l'intitulé exact, c'est quelle place voulez-vous donner au travail dans votre vie? Forcément, quand on va pas dire les deux vies, on va parler de la vie personnelle comme de la vie professionnelle. L'un va pas sans l'autre, mais vous verrez qu'on a aussi un peu 4 carrés de vie, à la fois la vie pro, la vie perso, la vie intérieure et la vie sociale, et que tout ça forme un ensemble. Et souvent, quand on a un pilier qui vacille, ça rend un petit peu bancal la maison, et c'est un peu tout ça qu'on essaye, qu'on va essayer en tout cas de voir ensemble aujourd'hui. Alors, je vous ai remis sur ce soir, en 1 heure, vous vous doutez que je ne vais pas vous permettre de chercher votre prochain métier ou de révolutionner votre vie professionnelle. On ne va pas chercher un métier idéal. D'ailleurs, c'est souvent jamais comme ça qu'on aborde l'ensemble de nos accompagnements. L'objectif, c'est pas toujours des métiers, mais en tout cas, c'est de viser l'épanouissement. C'est pas non plus, on va pas chercher votre passion, ce qui vous ferait vous lever tous les matins, vivre d'amour et d'eau fraîche. On ne va pas non plus vous vendre du rêve, on ne va pas non plus vous vendre que vous allez, si vous entreprenez, vendre et faire 30 000 € de chiffre d'affaires par mois. On va essayer d'être dans la réalité. Chaque réalité est différente. Vous avez votre propre réalité. C'est votre propre modèle. Et on va essayer parfois de déconstruire un petit peu ce modèle et d'aller détricoter. C'est comme ça qu'on dit chez les tricoteuses. Détricoter, retricoter quelque chose qui vous correspond. Donc, on va aller regarder ce que aujourd'hui votre vie professionnelle vous apporte, mais aussi ce que le travail vous coûte. Et puis, essayer de trouver les leviers que vous préservez, puis ceux sur lesquels il va falloir essayer de travailler sur l'avenir. Voilà. En tout cas, ce qui vous convient le mieux. Alors, petite question pour démarrer. Je vous invite à préciser dans le chat, en répondant à cette question, est-ce que la vie professionnelle que vous avez construite vous convient encore? Donc, 3 possibilités. Est-ce que vous êtes plutôt, alors vous répondez par la couleur, ça sera plus simple, dans le vert, dans le orange ou dans le rouge. Dans le vert, ça vous convient plutôt bien. Donc, souvent, quand on est dans cette situation-là, souvent on est un peu moins connecté à ce moment-là. Mais ça peut être, je suis dans le vert, c'est-à-dire ça va plutôt bien, mais je sens qu'il y a besoin des petits réalignements, des petits réajustements dans ma vie professionnelle. Ça peut aussi être des bouleversements de vie, une maternité qui arrive, un déménagement pour un changement de vie professionnelle pour le conjoint, et pour le coup vous suivez, donc c'est challengeant, mais en même temps vous savez pas trop où vous allez. Et puis il y a la partie orange, vous savez qu'il y a un petit truc qui va pas, ça coince, mais vous n'avez pas réussi forcément à l'identifier. Et puis ça ne me convient plus. Là on a aussi un grand nombre de filles qui viennent et qui évoquent des burn-out, des épuisements. Alors, c'est 8 personnes sur 10 aujourd'hui qu'on accompagne chez les tricoteuses évoquent un épuisement, un burn-out. Alors, très souvent, elles ont plutôt du mal à mettre le mot. Donc, elles vont plutôt dire orange. Donc, il y a peut-être certaines qui sont dans cette situation-là, qui ont mis orange spontanément, et qui pour autant, au fur et à mesure peut-être de la présentation, de ce que je peux évoquer, vont tirer vers le rouge. Parce que mettre un mot, c'est difficile. On peut parfois aussi avoir ce sentiment, une forme, ça c'est très intériorisé, c'est lié aussi à la société, à ce qu'elle nous renvoie. On peut parfois avoir un peu le sentiment que on devrait se satisfaire de ce que l'on a, et finalement on n'arrive pas à nommer qu'on est en difficulté, qu'on est épuisé. L'épuisement, il peut venir de plusieurs endroits. En tout cas, il y a plusieurs stades dans l'épuisement.
Et le burn-out est une difficulté, un mot MOT et des mots MAUX qui sont aussi parfois difficiles à identifier. On a soi-même la difficulté et l'entourage peut aussi avoir cette difficulté-là. Vous êtes, mais je crois qu'il n'y a pas eu de vert, ou peut-être un vert, mais majoritairement, vous avez mis orange. J'ai vu que certaines ont changé, sont passées du orange au rouge, donc peut-être que aussi ce que je viens d'évoquer, peut-être, voilà, vous fait réagir ou vous dit que vous avez, enfin voilà, vous donnez l'autorisation en tout cas de peut-être identifier une difficulté, identifier que la situation, ouais, elle est peut-être très difficilement tenable. Alors, je vous ai pas dit qui j'étais. Peut-être, je crois que certaines me connaissent déjà, mais pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie Nedelec, je suis la fondatrice des Tricoteuses. Et comment sont nées les tricoteuses? Ben, tout simplement déjà parce que comme une femme sur deux, j'ai fait au moins déjà 2 métiers différents dans ma vie professionnelle. Comme 2 femmes sur 3, j'ai souffert au travail, j'ai fait un burn-out. Et puis, comme une femme sur 5, j'ai connu aussi l'épuisement professionnel. Donc, tout ça amène à des difficultés qu'on rencontre toutes. On fait face aussi aux tabous et surtout, on essaye toutes d'aller un peu piocher au fur et à mesure dans nos techniques. Alors moi, j'ai une formation en psychologie, puis j'ai entrepris assez vite, j'avais 27 ans, donc je fais partie des 31% des femmes qui ont créé une entreprise, mais pour autant qu'on soit salarié, qu'on soit entrepreneuse, que peu importe en fait la situation dans laquelle on peut passer un moment de notre vie difficile parce que l'environnement, l'entourage, le besoin de sens, le besoin d'affirmer nos convictions, l'énergie n'est plus au rendez-vous, on n'arrive plus à à travailler avec ce qu'on appelle notre zone de talent. Et puis, la goutte d'eau, elle fait déborder le vase, on ne comprend pas trop, on passe un moment un peu au fond du trou. Mais je crois que toutes celles qui ont vécu cette situation-là disent avec le recul que finalement, on apprend à apprécier la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. En tout cas, moi, c'est de cette goutte d'eau qui a fait déborder mon vase sont nées les tricoteuses. J'ai toujours accompagné professionnellement des femmes. Mais là, j'en ai fait une méthode d'accompagnement, non pas en vous disant on va vous accompagner avec le bilan de compétences, avec la formation, peu importe. En tout cas, vous arrivez d'abord avec vos problématiques. Les problématiques que rencontrent les femmes, elles les rencontrent parce qu'elles sont propres à leur histoire, à leur mode de fonctionnement, au parcours, au mode de fonctionnement de la société, au modèle, au rôle modèle qu'on n'a peut-être non plus pas eu. Voilà, tous ces éléments-là. Et c'est un peu ce qu'on va voir aujourd'hui. On va aller à la fois sur le volet filiation, d'où vous venez, qui vous êtes et qu'est-ce que vous pouvez construire derrière. Donc voilà, je remets un petit peu aussi l'église au milieu du village. On peut aujourd'hui aimer son métier et ne plus aimer la manière dont on l'exerce. Là, souvent, c'est des questions en fait d'environnement, de contexte. On se retrouve aussi beaucoup à accompagner des femmes dans des situations de harcèlement au travail. Et on peut aimer son métier dans ces cas-là, mais ne plus du tout aimer le contexte dans lequel on évolue, ou ne plus aimer non plus le sens qu'il donne. Je vous donne des exemples, des chefs de projet, par exemple, qui aiment la gestion du projet de A à Z, les tâches minutieuses, le raccordement avec tous les partenaires qui peuvent être autour. Mais pour autant, elles peuvent évoluer dans un contexte qui est en opposition avec leurs valeurs, par exemple écologiques. On retrouve beaucoup cette difficulté-là aujourd'hui. Et elles se retrouvent en se disant, je ne peux pas continuer dans ce modèle-là. On peut aussi avoir réussi et ne plus vouloir de cette réussite-là. On s'est construit sur un modèle de réussite auparavant. Ça interroge aussi souvent la question de l'argent. Et puis, on arrive à un moment de notre vie où on ne veut plus la même chose, on vit différemment, les besoins ne sont plus les mêmes et du coup, notre modèle de réussite a aussi évolué, il a changé. On peut, dans le cas, alors ça c'est dans le cas des entrepreneuses, mais pas que, on peut aussi aimer son entreprise et plus supporter le modèle que l'on a construit, qui ne correspond plus. Ça va aussi avec le modèle de réussite. On peut aussi avoir tout pour être bien. Ça, c'est une forme de culpabilité qui existe beaucoup. Et sentir que malgré tout, il y a un truc qui ne va pas. Mais le truc qui ne va pas, on a du mal à l'identifier.
Et ça, mais vous allez voir tout à l'heure, on va reprendre les 8 piliers. Et ces 8 piliers-là, mais il faut les avoir tout le temps en tête et essayer de les mesurer, se dire, bon, ben, là, moi, ça va à peu près, ça va à peu près. Ah, bah, finalement, si je me pose la question, là, ben, ça va plus trop, quoi. Donc, c'est là que commence l'écologie professionnelle, puisque les 8 piliers, vous allez voir que ces 8 piliers, on va les retrouver un petit peu partout dans l'ensemble de notre méthode. Notre méthode FIL, donc F pour filiation, I pour intention et le L de libération. Et à chaque fois, vous retrouverez ces 3 blocs, en fait, qui font partie de l'ensemble de nos accompagnements. Donc, c'est ce que je vous ai remis là, hein, penser son travail comme une composante de sa vie. C'est vraiment comme ça aujourd'hui qu'il faut travailler et non comme quelque chose autour duquel toute sa vie doit s'organiser. Il y a aussi des périodes de vie, je ne connais pas vos âges, je ne vous connais pas toutes, mais il y a des tranches de vie plus importantes. En tout cas, enfin, pas plus importantes les unes que les autres, mais en tout cas, des tranches de vie qui amènent à plus de réflexion. 35-45 ans, c'est aujourd'hui la moitié de nos accompagnements, plus de la moitié des accompagnements bilan de compétences. Plusieurs enjeux à ça, hein, des modèles qui changent, la vie familiale qui a aussi évolué, parfois des sacrifices qu'on a fait jusque-là, et puis on se dit, ben, et moi dans tout ça, en fait, j'ai répondu aux besoins des autres dans son modèle familial, mais aussi dans le modèle professionnel. Et puis, ben, on se rend compte que finalement, sa vie professionnelle ne correspond plus ou ne correspond plus aux ambitions qu'on a envie de donner, plus au sens, plus à l'environnement dans lequel on a envie d'évoluer. Et c'est tout ça, en fait, qu'on va aller réinterroger. Donc là, je vous ai remis hein, les 8 piliers, c'est le sens, l'énergie, le talent, les besoins, l'environnement, l'équilibre, la liberté et aussi la réalité économique. Dans la liberté, on entend aussi le pouvoir d'agir. Un point que je n'ai pas évoqué, qui peut peut-être concerner certaines, c'est dans le cadre des neuroatypies. Je ne sais pas si certaines sont concernées. Les neuroatypies, je vais rappeler un petit peu ce que c'est. C'est l'hypersensibilité, c'est tous les 10. C'est aussi les TDAH, les HPI, les TSA. Alors, ça fait un gros volume. Là, je vous en donne tous. Mais après, il y a plein de débats. Hein. Est-ce qu'on intègre tout ce volume-là dans les neuroatypies? En tout cas, ce sont des modes de fonctionnement qui aussi ont tendance à se révéler beaucoup sur cette tranche 35-45 ans où on se dit, mais on sent qu'on fonctionne différemment depuis très longtemps. On a de plus en plus de mal à camoufler ces modes de fonctionnement. Et le travail, ben, on a beaucoup, beaucoup plus de mal à le camoufler au travail. Et du coup, on sent qu'on n'est pas câblé de la même manière que ce qu'on attend de nous. En plus, comme on a tendance, nous les femmes, à être plutôt dans la nature d'être bonnes élèves, alors ça c'est valable pour toutes, hein, en général, on a tout ce petit syndrome de la bonne élève. Et ben, du coup, on est un peu perdu parce que on a un peu comme un enfant, en fait, entre un père et une mère ou deux mères, peu importe. On va avoir ce conflit de loyauté. On veut répondre aux besoins de notre employeur et pour autant, eh ben, on sent qu'on n'est pas dans la capacité, on a perdu une énergie, on ne fonctionne pas de la même manière, on a besoin d'autre chose, le sens devient de plus en plus important et porteur de réalité en fait nécessaire du quotidien et là ben, ça commence à coincer. Quoi. Donc ça aussi c'est des formes, des modalités de fonctionnement au travail qu'on a la capacité et l'habitude d'accompagner. Et une nouvelle fois, tout ça, c'est l'écologie professionnelle, mais comme la vie professionnelle, ça vit. Donc, ce qui peut être juste aujourd'hui pour vous, ou ce qui était juste pour vous hier, ne l'est peut-être plus aujourd'hui et sera aussi probablement différent demain. Donc, c'est vrai que ça demande toujours une réadaptation, mais comme dans la vie personnelle, on se réinterroge, on avance, on échoue parfois, ça demande de se repositionner. Ben, c'est la même chose. C'est exactement la même chose, sauf que vous pouvez aussi avoir des éléments de contexte, des licenciements par exemple, des harcèlements qui vont, eux, accentuer en fait ce besoin de remettre un petit peu à plat l'ensemble des 8 dimensions que je vous ai évoquées sur l'écologie professionnelle. Alors, je vais démarrer avec la première. La première, c'est la filiation. On s'est toutes construit un rapport au travail de façon inconsciente.
si vous êtes là aujourd'hui, c'est que probablement vous vous interrogez quand même sur votre façon de fonctionner au travail, donc votre rapport au travail. Mais jusque-là, vous l'avez fait de façon très inconsciente, donc c'est ce qu'on appelle aussi des héritages. Et les héritages, ils peuvent venir de plusieurs endroits différents. Il peut y avoir des héritages familiaux. Donc, ce que vous avez vu, entendu, appris autour du travail, autour de l'argent, de la réussite. Je vais vous donner un exemple. On reçoit des filles qui nous disent, moi j'ai un rapport à l'argent compliqué, je ne sais pas aller demander par exemple une augmentation, je vais facilement minimiser le besoin à l'argent dans la vie de façon globale. Et si vous vous interrogez, si vous êtes dans cette situation-là par exemple, bah, essayez de regarder si vous avez des mamans ou des grands-mères dans votre arbre généalogique, hein, qui ont eu des travails qui étaient non rémunérés. J'entends les conjointes collaboratrices, il y en avait énormément dans la génération de nos grands-mères, aussi de nos mères, et qui n'étaient pas rémunérées. C'est un statut qui existe depuis les années 80. Et pour le coup, en fait, elles avaient un travail, mais pas reconnu financièrement. C'est le cas aussi des femmes au foyer. Elles ont un travail, elles travaillent au maintien, voilà, à l'équilibre de leur vie, de la vie personnelle. Elles font des sacrifices et notamment en termes d'argent pour la famille. Et pour autant, bah, elles ne sont pas rémunérées, pour leur travail. Ça, c'est un petit élément dans les héritages familiaux que vous pouvez avoir. Ce qui peut être intéressant aussi dans les héritages familiaux, c'est d'essayer de vous questionner sur les petites phrases que vous pouviez entendre, le travail c'est la santé, voilà, plein de petites phrases comme ça qu'on a pu entendre, il faut travailler dur, il y a aussi la notion de ne pas se plaindre par exemple. Et dans les héritages familiaux, on peut aussi retrouver le père ou la mère faisait tel travail, si tu veux être un bon enfant, alors évidemment, c'est pas formulé comme ça, hein, mais si tu veux être la bonne fille, il va falloir faire le même métier, ou il va falloir au moins assurer le maintien dans une classe sociale. Donc, on peut avoir ce maintien de la classe sociale. Alors, souvent, quand on a un maintien de classe sociale, c'est plutôt qu'on est dans une classe sociale où il y a des métiers dits à l'époque plutôt de prestigieux, en tout cas, ou alors des métiers de sécurité, comme travailler, être prof ou instit. Alors, on ne dit plus ces mots-là, mais à l'époque, c'était ça. On a cette loyauté, cet héritage très inconscient, mais de rester dans ce modèle-là. Et à l'inverse, il y a des femmes qui vont se construire en opposition à ce qu'elles ont pu connaître. C'est mon cas. Moi, ma maman était ouvrière en agroalimentaire. Elle a accroché des poulets à une chaîne pendant très longtemps. Après, elle a été femme de ménage. Et très vite, je me suis dit, il faut que je sorte de cette classe sociale. Je ne veux pas faire ces métiers-là. Il faut que je trouve mieux. Donc, l'école était pour moi un ascenseur social. Mais pour autant, c'est probablement cet héritage-là qui est revenu comme un boomerang le jour où ma goutte d'eau a fait déborder mon vase. Donc, vous voyez, ces héritages-là, on les traîne et ils nous portent. Vous verrez tout à l'heure, hein, je le reprécise, ça ne veut pas dire qu'il faut tout jeter, mais ça explique aussi pourquoi on s'est construit et comment on a fonctionné et comment on a construit notre rapport au travail. Donc ça, c'est un gros volet, hein, les héritages familiaux, nous, on les interroge. C'est une séance, par exemple, sur un bilan de compétences pour comprendre pourquoi notre rapport au travail. C'est aussi un élément important pour les filles, parce qu'on accompagne aussi beaucoup d'entrepreneuses avec notre incubateur. C'est aussi quelque chose d'important et ça fait le lien avec tout le volet sociétal. Pour beaucoup, on a grandi sans modèle de femmes qui entreprenaient. D'ailleurs, on connaît peu, c'est plus difficile à dire. Si on revient 10, 15 ans, 20 ans en arrière, si on nous avait demandé c'est quoi ton modèle de réussite, si tu dois donner une personne, très probablement que vous auriez majoritairement donné des hommes. Et que vous auriez beaucoup plus galéré déjà à trouver des modèles inspirants en tant que femme. Ils sont venus, ces modèles inspirants, beaucoup plus dans le domaine culturel que dans le domaine professionnel, business, par exemple, ou chef d'entreprise ou de direction, ou même de pouvoir, hein, parce que
beh, voilà, les femmes, au pouvoir sont pas nombreuses encore non plus. Donc tous ces modèles-là, mais voilà, ils se construisent petit à petit. Chaque avancée est importante, chaque, rôle modèle a son importance. On peut avoir des rôles modèles évidemment dans la société, mais on peut aussi avoir des rôles modèles dans son entourage et ça, c'est toujours intéressant de vous dire: «Beh, repositionnez-vous quand vous étiez petite et finalement quand vous étiez petite, beh, qui c'est que vous admiriez?» Est-ce que c'était plutôt, des hommes professionnellement ou est-ce que c'était plutôt des femmes? On a souvent eu moins de modèles de réussite, en tout cas la réussite qu'on avait intégrée, chez on l'avait davantage chez les hommes que chez les femmes. Et puis, bah, la société, elle nous renvoie aussi, des messages, régulièrement, de moins en moins mais toujours, sur, le fait qu'une femme devrait réussir, assumer, accepter, concilier. Alors il y a aussi, on accède à une liberté qu'on choisit beaucoup plus aujourd'hui, qui nous procure beaucoup de choses, mais qui en même temps, bah, nous renvoie le reflet de tout ça, de réussir, d'assumer, d'accepter, de savoir concilier la vie personnelle et la vie professionnelle. Les familles monoparentales, c'est aussi, un autre mode de fonctionnement. Moi, je dis toujours, ça fait partie du business model. On ne peut pas construire un projet professionnel sans mettre ces volets-là, sur le dessus de la pile, quoi. Faut pas les planquer sous le tapis, ça sert à rien, parce que, sinon c'est une souffrance perpétuelle à essayer de fonctionner en silo. Alors c'est important de bien dissocier sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Alors c'est peut-être important pour une majorité de femmes et pas pour toutes, mais pour autant, beh, voilà, il y a aussi des temps, pour lesquels il faut savoir, trouver, l'équilibre. Tout aussi, tous les héritages sur comment on fonctionne culturellement et de façon générationnelle, par ricochet, par rapport au travail. Je vais vous donner, l'exemple du diplôme. Diplôme est souvent aussi, associé à métier. Beaucoup de filles arrivent, par exemple en bilan de compétences en disant: «Je veux trouver un nouveau métier». Sauf que très souvent, finalement, le bilan va aboutir non pas par un changement radical de métier, hein, c'est un tiers des bilans sont des reconversions. Le reste, c'est des réalignements, des réajustements, un changement, d'environnement, un changement, un réalignement des compétences sur un autre secteur d'activité. Parce qu'en fait, beaucoup de «métiers» entre guillemets aujourd'hui, sont plutôt, des compétences transversales qui sont acquises. Et donc on détricote un peu ce modèle-là, en fait, de dire, il faut forcément un métier pour réussir. Alors certes, si vous voulez être kiné, vous voulez être kiné, hein, il faut un diplôme et c'est un métier. Mais il y a aussi une grande majorité de métiers que vous pouvez peut-être probablement accéder avec les compétences que vous avez déjà. Je vais vous donner un exemple. Heu, une femme qu'on a accompagnée, professeure des écoles. Pour elle, elle a un métier. Et aujourd'hui, elle s'y retrouve plus. Elle s'y retrouve plus notamment parce que le modèle a changé, parce qu'il y a plus de reconnaissance financière, parce qu'il y a plus de reconnaissance hiérarchique, il y a moins de reconnaissance aussi, par les parents et elle se dit, bah, elle fait un bilan et elle se dit: «Mais il faut que je trouve autre chose et il faut que je trouve du coup un métier», parce que c'est vraiment son modèle. Ben, elle aboutit sur un projet, ce qu'elle aime au final, avec tout ce qu'on a pu détricoter, ce qu'elle aime, c'est transmettre. Ce qu'elle aime, c'est accompagner. Mais en fait, son métier de transmission, elle le maîtrise, elle le connaît. Elle va réajuster aujourd'hui ses compétences pour devenir formatrice. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui est dans une continuité, dans un aboutissement, en cherchant quelque chose qui aura un environnement qui aura beaucoup plus de sens pour elle et qui continuera à lui apporter aussi le petit point qu'il y a juste après, qui est la sécurité, puisqu'aujourd'hui, on sait aussi, et c'est important pour un grand nombre, d'entre vous, il y a la sécurité matérielle, il y a la sécurité, financière, derrière la sécurité familiale. Et puis, bah, tout ça, c'est quelque chose qui est bien ancré aussi dans nos modes de fonctionnement et qui peuvent poser des difficultés qui sont parfois les freins. Et ça, les freins, on y travaille aussi lors des séances, les freins et les peurs. Donc la réussite, on en a pas mal parlé jusque-là.
Puis aussi, il y a les héritages contextuels, hein, qu'est-ce qui a façonné notre parcours, une ou plusieurs maternités, des séparations, des crises, des déménagements, des périodes de rencontres. On peut aussi avoir des deuils qui rentrent en compte. Et je ne l'ai pas marqué ici, souvent volontairement, parce que c'est quelque chose qui est moins évident et encore moins évident à détailler dans une conférence. Mais ce sont les agressions sexuelles. On a aussi beaucoup de femmes qui arrivent, qui vont pas forcément dévoiler au départ ce fait-là, mais bah, forcément, ça a un impact aussi sur leur vie professionnelle, sur leurs relations, leur rapport aux autres, leurs attentes de justice, leurs attentes de reconnaissance. Voilà, donc tout ça aussi sont des éléments bah, qu'il faut prendre en compte pour comprendre la construction du parcours. Et une nouvelle fois, maintenant, ce parcours-là, mais on va décider qu'il y a plein de choses qu'on a mis dans son sac à dos et qui sont super et qui constituent aujourd'hui ce qu'on est, ce dont on a besoin et qui nous guident. Et puis d'autres bah, qui ont un peu tendance à nous freiner. C'est comme si on avait mis un gros boulet, une grosse pierre dans le sac à dos. Bon, bah là, il faut réussir à la regarder en face et se dire, mais celle-là, je la sors parce que aujourd'hui, elle pèse beaucoup trop et elle me coûte plus qu'elle m'apporte. Donc ça, c'est tout le volet aussi énergie. Et puis sur le volet professionnel, bah, effectivement, dans votre parcours, vous avez des réussites, des échecs, des expériences de management qui peuvent être plus ou moins énergisantes, on va dire. Voilà, des toxicités en management, bah, il y en a. Ça fait des dégâts, c'est une évidence. Bah, il faut réapprendre, il faut détricoter ce qui vous appartient, ce qui ne vous appartient pas. La douleur de l'autre, sa façon de fonctionner ne vous appartient pas. Pour autant, elle vous a impacté. Donc, c'est de réussir justement à se dire, mais cette expérience, je la regarde différemment et voilà, je transforme un petit peu cette nouvelle période. Elle est pour moi et je me saisis de ce nouveau mouvement. Mais j'oublie pas non plus la souffrance qui a suivi et ce que ça a impacté. Voilà, la reconnaissance ou non aussi, bien évidemment, du parcours professionnel. La reconnaissance, hein, il y a plein de, je ne vais pas pouvoir tout détailler aujourd'hui, mais il y a plein de manières de ne pas d'être reconnu ou pas pendant sur sa vie professionnelle ou sur une expérience professionnelle. La reconnaissance que l'on attend souvent, c'est l'argent, mais c'est celle qu'on a le plus de mal à mentionner. Là, je reviens un petit peu plus loin sur les héritages, et notamment les héritages familiaux, voire sociétaux. Et puis, il y a la reconnaissance tout simplement par des petits mots, une valorisation par la parole. Et ça aussi, malheureusement, c'est souvent absent. Hein. Je rappelle les chiffres que je vous ai donnés au départ. 2 femmes sur 3 qui évoquent une souffrance au travail, 1 femme sur 2 qui va évoquer un épuisement professionnel. C'est énorme. Si vous êtes là et si on fait... si je vous pose la question de la souffrance au travail, on arrivera probablement même au-delà des chiffres. Et tout ça, mais tout ce paquet-là, vous arrivez avec vos bagages et voilà, il faut faire un peu le tri dans les bagages, quoi. On ne peut pas tout garder, on n'a pas intérêt à tout garder, mais ce n'est pas toujours facile. Si vous êtes abonné à notre newsletter, vous verrez lundi, j'ai préparé une petite newsletter justement sur aussi le coût de l'inaction en fait. Souvent, on se dit, ben voilà, j'ai tout ça comme bagage, je sais qu'ils sont beaucoup trop lourds pour moi, mais pour autant, mais je n'arrive pas à passer à l'action d'enlever quelque chose de ces bagages. Qu'est-ce que j'enlève de la valise? Ben ça, c'est difficile en fait. C'est difficile, on est parfois tétanisé et on a plutôt tendance à se dire ce que ça va nous coûter de rester dans le travail plutôt que de dire ça va nous rapporter quoi de partir. Quoi. Donc, ça, c'est un regard, on verra dans le volet libération, c'est aussi un élément qui est hyper important et qu'il faut réussir à se délester au fur et à mesure. Et c'est là aussi où l'accompagnement il prend tout son sens, et notamment par les effets miroirs. Hein, le partage a un rôle important. Je parlais, je crois, au tout début, j'ai évoqué le sujet un peu tabou du burn-out. On a du mal avec le burn-out à l'évoquer, on a du mal à mettre les mots, notamment parce qu'on a le sentiment que ça serait une faiblesse.
Et si vous commencez à en parler autour de vous, vous verrez que des femmes qui ont connu des épuisements ou des burn-out, ben, elles sont nombreuses en fait. Vous en avez forcément autour de vous. Mais beaucoup vont avoir du mal à nommer. Donc elles vont évoquer, hein, je vais vous donner quelques signes, mais que vous connaissez probablement, qui sont les maux de dos, les maux de tête, des difficultés à dormir, une irritabilité. Puis il y en a d'autres qu'on connaît un petit peu moins. Qu'il est important aussi d'évoquer, c'est des addictions qu'on peut avoir, qui vont se réveiller pendant cette période d'épuisement. Donc, je vais vous donner une addiction que souvent on a du mal qu'on ne voit pas, mais l'addiction au thé ou au café. Avoir une consommation de thé ou de café qui est excessive, de tabac évidemment, d'alcool aussi. Beaucoup de femmes vont mettre l'alcool dans une routine pour passer la vague. Et puis après, il y a aussi évidemment des drogues qui peuvent s'ajouter. Mais la consommation excessive qu'on peut avoir, le café et le thé, c'est un petit signe aussi qui peut aussi vous alerter. Et des troubles aussi du comportement alimentaire, hein, manger plus, manger moins. Vous pouvez aussi en avoir dans les troubles alimentaires quand on est dans une situation d'épuisement, c'est ne pas manger trop de façon boulimique, forcément quand ça va mal, mais au contraire, c'est aller manger quand ça va bien. C'est se récompenser à un moment donné, de se dire ah bah là aujourd'hui, oh là là, ça s'est plutôt bien passé. Et finalement, c'est là qu'on va parfois manger. Donc ça, ce sont des petits signes qu'on ne voit pas, mais qui sont assez aussi symptomatiques des éléments du burn-out. Voilà. Bon, je fais des petites apartés comme ça sur le burn-out, mais nous, on le voit tellement quotidiennement que c'est bien aussi de vous donner je pense, des petites astuces comme ça pour essayer de le voir pour vous, mais le voir aussi peut-être pour d'autres, pour des amis, pour des collègues, et commencer à lui dire peut-être mais regarde ça, est-ce que tu y as pensé? Voilà. Alors là, je vous ai mis un petit exercice. Vous n'aurez pas le temps, évidemment, de tout faire aujourd'hui, parce que je vois en plus le temps qui défile. Mais vous pouvez peut-être le prendre en photo pour le refaire. Et puis, de toute façon, je vous renverrai aussi la présentation. Et le temps que vous fassiez votre photo, j'ai juste allumé ma lumière, parce que je pense que dans pas longtemps, vous ne voyez plus. Hop, voilà. Donc voilà, c'est un peu tout ce que je vous ai dit. C'est des petites phrases là qu'il faudrait compléter. On m'a appris que, la société m'a fait comprendre que, mes expériences m'ont appris que, et aujourd'hui, je continue à penser que. Euh, puis moi, je vous invite à regarder aussi ce que vous venez d'écrire après. Qu'est-ce qui vous appartient? Qu'est-ce qui vous aide encore et qu'est-ce qui vous correspond plus? Et pensez à l'image du sac à dos, hein. Moi, je donne des fois les images d'Aura l'exploratrice. Elle a son petit sac à dos. Elle garde des trucs, elle enlève des trucs, hein. Vous, c'est pareil. Il va falloir enlever des bouts, des trucs dans le sac à dos. Il va falloir en garder. Et puis surtout, il va falloir reprendre la boussole, quoi. On la reprend en main et après, on a plusieurs chemins qui s'ouvrent à soi, et lesquels chemins prendre, il n'y a que vous qui pouvez prendre ces décisions-là. Mais néanmoins, avec une méthode et en vous guidant sur quel chemin correspond à votre mode de fonctionnement, à votre boussole que vous avez en main. Et c'est ça qui est important, et c'est ça qu'on va aller voir sur la deuxième partie, qui va être la partie intention. Donc là, je fais très vite parce que c'est globalement ce que je vous ai dit, hein. On n'a pas besoin de se débarrasser de tous nos héritages, mais ce qui est important, c'est de se dire lesquels je garde, lesquels j'enlève, lesquels aussi m'ont protégé, m'ont été utiles un temps de ma vie. Ne jamais regretter ce qui est passé derrière. Alors, on peut le regretter, mais on peut avoir, ne pas avoir de remords, parce qu'en fait, on ne se construit pas la suite avec des remords, mais par contre, on peut construire la suite en regardant de façon éclairée ce qui a pu se passer. Donc, on peut avoir des regrets, mais pas des remords. Voilà. Et puis, d'autres correspondront plus, d'autres éléments correspondent plus à votre vie actuelle. Et donc, vous allez assez librement vous en délester.
facilement, pas toujours. C'est là où je vous disais que c'est important aussi de travailler, sur les peurs et puis il y a des héritages que vous direz: «Ah ouais, ceci j'en veux plus, il me pèse», mais pour autant les sujets de loyauté, peuvent être bien ancrés et et si vous essayez de faire de temps en temps des parallèles, mais très souvent un modèle qu'on a connu, un modèle familial qu'on a pu connaître enfant, enfin très souvent dans sa vie de jeune adulte, ben, on va reproduire ce modèle et ce modèle familial que l'on a pu connaître et bah, très souvent on va le reporter sur un modèle professionnel. Donc les enjeux aussi, de pouvoir, de façon de répondre aux besoins de l'autre, beh, ça, c'est des éléments que vous allez retrouver peut-être que vous aviez, auparavant, dans la façon dont vous êtes construite et finalement, on prend un calque et on se dit mais nous, on a un outil, hein, pour ça, hein, on utilise des courbes et puis, bah, vous allez vous rendre compte que les courbes, elles sont étrangement parallèles, quoi. C'est souvent hyper flagrant et ça montre bien, en fait, que les schémas, on les a construits, bah, pas de en mimétisme, en fait et on les a reproduits dans le modèle professionnel. Soit on le reproduit en mimétisme, soit à l'inverse, on va plutôt aller en opposition et donc en opposition, beh, c'est souvent des personnes qui vont vite, c'est aussi beaucoup de profils neuroatypiques d'ailleurs. C'est des personnes qui vont aller vite, qui vont vouloir, une réussite, à tout prix, ça va être leur objectif, derrière. Alors réussir, il y a plein de choses, hein, il y a comme c'est vous je ne sais plus combien vous êtes ce soir, mais vous avez tout un modèle de réussite différent. Si je vous demande, c'est quoi réussir votre vie? Vous direz toutes probablement des choses très différentes. Hem, donc voilà, donc c'est aussi, important d'essayer de regarder avec lucidité, comment on a fonctionné avant. Il existe des outils pour ça, hein. Nous, on utilise le génogramme, on utilise des courbes de satisfaction, voilà, on travaille aussi beaucoup avec du narratif évidemment et tout ça, bah, ça nous aide à se dire: «Bon, voilà, la photo, elle est là. Maintenant, eh ben, 2e étape, c'est toute la partie intention. Mais c'est qui je suis? Qu'est-ce que j'ai au fond de moi? Qu'est-ce qui est important pour moi? Comment je fonctionne? Et vraiment aller regarder ce volet-là. Donc, comment est-ce que je fonctionne? De quoi j'ai besoin? Ce qui me nourrit et à l'inverse, du coup, ce qui m'épuise et quelles sont les conditions dans lesquelles je peux trouver ma place? On n'a pas toutes besoin, ça je le répète, mais je l'ai déjà répété, on n'a pas toutes besoin de la même chose pour nous épanouir professionnellement et à nos étapes de vie, chacune, vous allez aussi avoir des besoins différents. Mais il y a des choses qui sont ancrées et c'est ça qui est important d'aller regarder et c'est là où je vous ai remis en fait les 8 dimensions. Donc ça, c'est moi, c'est un outil, que j'ai élaboré, hein, qui permet en fait d'aller chercher sur les 3 volets, ce qui me nourrit, ce dont j'ai besoin et ce qui me donne, aujourd'hui, de l'énergie, de la liberté et bah, c'est d'aller identifier ces 8 dimensions-là et sur les 8 dimensions, bah, vous pouvez faire un schéma tout simple. Alors peut-être que vous avez déjà complété notre questionnaire, qui va vous a donné, vos piliers forts et les piliers d'attention. Si vous ne l'avez pas fait, je pourrais vous repasser, le lien. Mais bah, vous pouvez aussi, cartographier de façon assez simple, hein. Vous faites, des lignes, obliques, donc 8 lignes et puis, bah, sur une échelle de 1 à 10, vous vous dites, ben, sur une question de sens, est-ce qu'aujourd'hui je me sens plutôt à 6, 7, 8, ou plus ou moins? En fait, le sens, c'est ce qui donne de la valeur et de l'utilité à mon travail. C'est comment je me sens utile, comment je contribue en fait, à ce que ça fasse bouger des lignes ou à ce alors ça peut être, au sens, sociétal, mais ça peut être, au sens, humain, ça peut être au sens aussi technologique pour toutes les filles qui sont dans l'innovation. Voilà, il y a plein de façons de donner du sens, mais en tout cas, c'est vous. Est-ce que vous vous sentez utile? Ce que vous faites au quotidien, est-ce que ça a de l'utilité? Vous repartez le soir en vous disant: «Ouais, là, je suis utile, ça m'a apporté vraiment, du sens, dans ce que j'ai fait aujourd'hui». Le deuxième volet sur ce qui vous nourrit, c'est l'énergie. C'est ce qui vous met en mouvement, ce qui vous stimule, ce qui vous ressource et ça va très souvent aussi avec les zones de talent. Les zones de talent, c'est ce que nous on appelle le flow, hein, la technique du flow, c'est d'aller chercher des choses que vous pourriez faire. Vous pouvez le faire pendant des heures et vous allez oublier toute notion en fait de temps, de manger,
pourvu qu'il n'y ait pas trop d'enfants autour, parce que s'il faut que je gère les enfants, ça va m'empêcher d'aller au bout de ce que je suis en train de faire, parce que c'est tellement stimulant que j'adore ça. Ça, ce sont des zones de talent. Et dans votre travail, là, par exemple, je vais vous donner un exemple sur une fille que j'ai accompagnée hier. Donc, elle a pas mal avancé dans son bilan de compétences et donc, elle commence à regarder des offres. Donc, c'est plutôt un réalignement, une réorientation du secteur d'activité plutôt que des compétences. Donc, je dis, tu prends 2 fluos et tu vas noter les missions qui sont proposées sur les offres, ce qui t'apporte de la grande satisfaction. Donc, ça, c'est souvent les zones de talent. Et à l'inverse, ce qui te coûte, ce que tu n'aimes pas faire, ce qui te demande de l'énergie, ce qui te demande une concentration que tu n'as pas envie. Voilà, donc 2 couleurs, on va dire, je vais faire simple, je vais faire rouge et vert. Vert, c'est positif, rouge, ça te coûte. Et si sur une offre, tu as plus de rouge que de vert, ça ne colle pas, quoi, en fait. Ça veut dire que si le poste sur lequel vous êtes ou sur lequel vous prétendez, il y a peu de capacité à mettre vos zones de talent en exergue, enfin de les utiliser, de les mettre au profit du projet, de l'entreprise ou de la structure, en tout cas dans laquelle vous êtes, alerte, quoi. Parce qu'en fait, si vous n'avez pas d'épanouissement, à un moment donné aussi, ça vous mange de l'énergie, quoi. Ça veut dire que vous allez avoir plus de choses qui vous coûtent que de vous rapporter de la satisfaction. Donc, ce qui nous coûte, il y a évidemment des notions de temps, mais il y a aussi vraiment la notion d'énergie, du jus, quoi. C'est-à-dire que quand il n'y a plus de jus, quand il n'y a plus de carburant dans la voiture, il n'y a plus de carburant dans la voiture, quoi. Pour vous, c'est pareil. S'il n'y a plus de jus, il n'y a plus de motivation et avancer, c'est compliqué. C'est la même chose. Donc, ça, c'est important aussi de l'identifier. Puisque dont vous avez besoin, l'équilibre, la place que vous donnez au travail dans votre vie, hein. Je vous disais tout à l'heure, 4 carrés dans une vie, la vie pro, la vie perso, la vie sociale, la vie intérieure. La vie intérieure, c'est tout ce que vous faites pour vous. La vie perso, c'est plutôt ce que vous faites à l'échelle de la famille. Par exemple, pour certaines filles, c'est important d'être propriétaire. Ça va être plutôt dans la vie perso. Mais le salaire, vous le mettez où? Vie pro, vie perso, voilà. C'est tout ça en fait aussi qu'il faut remettre, faut poser les choses. Et une nouvelle fois, je le dis toujours, on fait un carré de vie quand on démarre un bilan, on fait un carré de vie quand on part. Des carrés de vie, vous en ferez, vous pouvez en faire beaucoup dans votre vie, mais poser les choses, c'est aussi important. Et puis redonner la juste place, quoi. Quand à un moment donné, le boulot, il prend du temps, c'est-à-dire 80% de votre temps, ou même, je peux vous dire, il prend 50% de votre temps, mais il prend 90% de votre énergie. Mais c'est dommage, quoi. Ça veut dire que quand vous avez du temps avec votre famille, vous êtes à plat, parce qu'il n'y a plus de jus, parce que le travail, il a mangé tout le jus, quoi. Mais là, ça colle pas. Donc, c'est ça la notion d'équilibre. L'environnement. Donc, l'environnement, c'est le cadre, c'est le management aussi. C'est les relations, les conditions dans lesquelles je fonctionne bien. Mais il y a des nouvelles aussi modalités de travail qui sont apparues. Pour certaines, ça correspond plutôt bien. Pour d'autres, c'est plus difficile. Je vais vous donner un exemple d'une fille qui était assistante vétérinaire, qui à la base a fait ses études et ce métier parce que l'accompagnement des animaux, c'était quelque chose qui lui donnait de l'énergie, elle pouvait exprimer ses talents, ça lui donnait du sens. Donc, toute la colonne que vous avez aujourd'hui à gauche, c'est pour ça en fait qu'elle était allée dans ce métier. Mais finalement, elle se retrouve à faire plus d'accueil et de gestion de la clientèle, de la relation client, que de l'assistanat vétérinaire au sens prendre soin, accompagner en fait l'animal, quoi. Et donc finalement, l'environnement ne lui correspond plus. Donc elle va aller se réinterroger sur sa zone de talent, son mode de fonctionnement. Finalement, quand je vais lui poser des questions, on a un petit outil pour comprendre dans quels environnements vous êtes la mieux. Et là, finalement, elle me dit, mais moi, je pourrais être dans une bibliothèque. Et elle va se réorienter tout naturellement dans de l'accompagnement, dans un métier de laboratoire pour les animaux, en fait, et quelque chose qui va se faire assez naturellement parce qu'elle avait toutes les compétences et elle a pu mettre toute cette zone de talent, son énergie, son sens dans un environnement qui lui correspond mieux. Elle va faire des prélèvements en fait sur les animaux. Et après, elle transfère ça et elle travaille elle-même sur ses prélèvements.
Voilà, donc parfois, c'est pour ça que j'expliquais, hein, c'est pas toujours un bilan, une reconversion à 360°, des avocates qui deviennent, électriciennes, il y en a, mais il y en a pas beaucoup, quoi. Pour autant, des filles qui se réalignent, qui changent d'environnement de travail, qui vont changer de secteur d'activité, mais ça, il y en a beaucoup. Changer d'entreprise aussi. Parfois sur les 8 piliers, hein, c'est celui du milieu qui colle pas, hein, c'est l'environnement. Et dans les situations de harcèlement, de burn-out, il y a les questions d'équilibre, mais il y a aussi souvent la question, très, très souvent la question d'environnement. Et puis après, il y a le positionnement. Ça, c'est pas quelque chose, qui est forcément, déjà, pour la plupart, je pense que c'est un mot que vous n'auriez pas forcément employé en parlant de votre situation professionnelle. Pour autant, il est important. C'est la place, le rôle que vous voulez occuper, à la fois sur le marché du travail, mais aussi au sein de la structure. Donc là, on va parler aussi des questions, de leadership, de prendre sa place. On a un atelier spécifique là-dessus sur oser prendre sa place, sur s'affirmer. S'affirmer, ça ne veut pas dire gueuler, ça ne veut pas dire crier plus fort que l'autre. C'est pas ça, c'est se faire respecter, se faire respecter dans ses propres besoins, son mode de fonctionnement, pour pouvoir s'épanouir. Et donc, c'est prendre la place qui vous convient et de la faire respecter par l'entourage. Et ça ne veut surtout pas dire de le faire avec perte et fracas, quoi. Sur ce qui vous donne de la liberté aujourd'hui, donc il y a évidemment la liberté économique, parce que c'est le nerf de la guerre. C'est ce qui va vous permettre aussi d'être en mouvement, de viser aussi un épanouissement personnel, parce que c'est la rémunération qui vous le permet. Mais aussi, on est consciente que parfois, il y a des choix de carrière qui ont été faits en fonction d'une situation familiale et d'un conjoint, qu'il peut y avoir un changement de modèle familial, avec notamment les séparations, et qui dit parfois séparation, dit enfant à charge une très grande majorité du temps. Même quand on n'a pas ses enfants, quand les uns ont garde partagée, il y a une charge qui nous incombe aussi encore plus. Voilà, tout ça, ça fait partie de cette liberté qui est économique, qui est non négligeable et qu'il faut poser aussi dans le projet. Et puis le dernier volet, parce qu'il est important, en tout cas pour moi, il est important de le mentionner, c'est le pouvoir et la liberté d'agir, quoi. C'est quoi votre marge de manœuvre? C'est quoi le pouvoir de décision dont vous avez besoin? Et dans la structure dans laquelle vous êtes peut-être aujourd'hui, c'est quoi le pouvoir de décision que vous avez? Quelle est votre capacité à agir? Quelle est votre capacité à demander, le volet du haut, une augmentation? Quelle est votre capacité à vous dire: «Mais moi, en fait, aujourd'hui, je trouve plus de sens, ou j'ai plus d'énergie, ou j'ai vraiment besoin d'utiliser, par exemple, plus de créativité dans mon métier». Quelle est votre capacité à imposer ou à aller vers ces décisions-là? Et ça, c'est important. Il y a donc, la liberté qu'on vous donne, et il y a la liberté que vous prenez. Donc le pouvoir qu'on vous donne et le pouvoir que vous prenez. Et tout ça, c'est vraiment, aussi, à ne pas négliger, et en même temps, on tient compte aussi, du contexte, de chacune. Donc voilà, donc c'est ce que je vous ai mis, hein, sur le petit exercice là, c'est de reprendre les 8 dimensions, et puis, de mettre une échelle de 1 à 10, et puis de voir où vous en êtes, en fait. Quels sont les éléments sur lesquels vous devez travailler en priorité. Et tout ça va vous permettre d'aller vers des choix qui seront plus conscients, plus cohérents avec votre mode de fonctionnement, votre écologie professionnelle. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, des freins, des peurs, on en a toutes, toutes. Il n'y a pas une femme, même celle que vous pensez la plus brillante et qui réussit tout ce qu'elle fait, même Aya Nakamura, qui vous voulez, peu importe, toutes les femmes ont des peurs, ont des craintes. On ne met pas tout au même endroit chacune, parce qu'on n'a pas toute la même histoire, et on n'a pas toutes les mêmes choses dans notre valise, quoi. Et parfois, on transporte plus ou moins des bagages un peu lourds. Donc, à vous d'essayer de regarder, en fait. Est-ce que ce sont des peurs qui vous paralysent complètement, ou est-ce que ce sont des obstacles que vous pouvez contourner? Donc, les héritages, il faut regarder les peurs, le regard des autres aussi, qui a une importance phénoménale dans le pouvoir de décision, dans la capacité à se mettre en mouvement, dans la liberté aussi qu'on pourrait aller chercher, des enjeux aussi de sécurité.
Ça très souvent, vous l'abordez dès le départ, quoi. La sécurité, le confort aussi dans lequel, qu'on peut avoir construit, qu'on peut avoir aussi le sentiment, d'avoir mis tant d'années à construire, tout ça, qu'on se dit: «Mais, attends, je vais pas repartir à zéro et l'impact sur mes enfants et l'impact sur ma vie de famille, est-ce que ça serait pas égoïste de faire ce choix?» Voilà. Alors n'oubliez pas dans ces cas-là, c'est qu'est-ce que vous coûte aujourd'hui la situation actuelle? Et qu'est-ce que vous coûterait un changement? Et puis, bah, il y a évidemment, hein, l'argent. C'est souvent, le fil conducteur, de la difficulté, à bouger, en tout cas l'obstacle qu'on a le plus de mal à contourner. Et puis, le fait de ne pas savoir aussi comment faire, comment y aller avec méthode. Il y a aussi aujourd'hui, hein, il ne faut pas négliger qu'on a plein d'outils, en France. Alors, malheureusement, ça va pas en s'améliorant, mais ils existent aussi. Il y a des congés reconversion, il y a des CDD. On accompagne aussi à expliquer un peu, comment ça se passe, dans les ruptures conventionnelles. Enfin, on a des femmes qui sont en situation de burn-out. Bon, bah, la capacité à il y a l'avant, il y a l'après, la capacité à revenir au travail, mais revenir dans son travail auparavant. Tout ça se fait, avec temps, avec méthode, avec accompagnement. On n'est pas les seuls, hein. Très souvent, quand il y a un épuisement, on demande, dès le départ, on vous demande aussi d'être accompagné, évidemment, soit par une psy, soit par un médecin. En tout cas, il faut un accompagnement, en parallèle qui est important. Et puis, ben, tout ça, voilà, c'est de l'accompagnement, et puis au fur et à mesure, clac, 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 on lève, les verrous. Et donc, bah, tout ça, c'est du détricotage pour retricoter, un nouveau projet, professionnel. Voilà. Donc, des mouvements, vous pouvez en faire, de plein de façons, hein, mais déjà, posez le constat. Qu'est-ce que vous gardez? Qu'est-ce que vous vous dites: «Tiens, je pourrais commencer à détricoter certaines choses qui vous ressemblent plus, ce que vous voulez plus, les environnements de travail, ce qui me retient». Parfois, c'est aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, dans la partie aussi, positionnement, c'est dire: «Mais ouais, comment je me positionne? Là, je vais m'affirmer un petit peu plus, par exemple, sur ce sujet». Bon, bah, il y a pas de petits pas, il y a pas de grands pas. En tout cas, il y a un pas à chaque fois et c'est ça qui est important de faire, c'est de se mettre en mouvement. Hem Et très souvent, le collectif, il aide. Nous, c'est pour ça qu'en fait, il y a des séances individuelles dans tous les accompagnements, que ce soit une formation, que ce soit un bilan de compétences. Et il y a aussi toujours du collectif, en fait. On a des ateliers de confiance en soi, d'estime de soi. C'est pas la même chose, hein, la confiance en soi et l'estime de soi. Très souvent, on a tendance à dire: «Ah oui, mais moi, je manque de confiance en moi». Ben non, très souvent, vous manquez plutôt d'estime de vous. La confiance, c'est la capacité à faire. L'estime, c'est la valeur qu'on se donne et la valeur qu'on nous renvoie. Mais souvent, on manque plutôt d'estime que de confiance. Voilà. Donc, quand vous avez la confiance, c'est plutôt pas mal parce que ça veut dire que vous avez une capacité à vous mettre en mouvement. Par contre, l'estime de vous, si elle est un peu détériorée, elle peut vous paralyser, vous empêcher d'aller au-delà d'une certaine étape. Voilà. Et puis, d'explorer, hein. Là, quand on est dans l'étape de l'exploration, c'est qu'on est plutôt, en capacité, d'aller au-delà, quand si vous êtes là aujourd'hui, vous avez mis rouge au départ, il y a 1 heure, probablement que ça peut être plus difficile d'aller sur la phase d'exploration. Mais c'est pas grave. Mettez-vous en mouvement. Déjà, faites le point et dites-vous: «Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que je garde dans le sac à dos?» Après, vous passerez à l'étape d'après. Peut-être que vous aurez besoin d'accompagnement, peut-être pas, peut-être que simplement le partage avec des amis, le travail, voir autre chose vous aidera. Pour chacune, c'est différent. En tout cas, c'est bien d'essayer de noter un premier pas, un premier mouvement que vous pourriez faire. Donc voilà, on va arriver au bout de cette petite heure de présentation. J'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas s'il y a des questions à les poser. Je vous ai mis un petit lien ici que je vais vous repartager aussi si vous voulez. Hop, je vais vous le reprendre là et je vais vous le remettre dans le chat. En fait, à chaque fois, tous les mois, on fait en fait des petits, ces séances en fait, les grands détricotages comme on appelle. Et puis, derrière, vous avez la possibilité, on ouvre des places. Là, on ouvre sur le mois de septembre
15 places pour des diagnostics personnalisés. Donc, en prenant en fait ce rendez-vous là sur le lien que je viens de vous mettre, on va prendre du temps, on va prendre 30 minutes. C'est moi qui fais tous les diagnostics. Puis, on va aller regarder quels sont les leviers qui posent difficulté, quels sont les axes sur lesquels on peut vous accompagner. Donc, c'est un temps qui est gratuit, qui est libre, qui est sans obligation d'achat, évidemment. Et puis, ça permet voilà, de faire un point sur ce que vous avez vu aujourd'hui. Il y a peut-être des petits déclics aussi, des petites choses qui vous ont interrogé, des remarques que vous vous êtes faites, mais que vous pouvez partager. C'est de mettre en lumière, évidemment, les points de tension et ce qui mérite d'être retravaillé derrière en priorité, bien qu'on voit l'ensemble des points après si vous poursuivez sur un accompagnement. Et puis, nous, dès le départ, même après ce diagnostic, on vous met en mouvement, on vous propose des articles, des livres. Moi, à chaque accompagnement, je vais vous demander qu'est-ce que vous aimez. Est-ce que vous aimez lire? Est-ce que vous aimez écouter des podcasts? Est-ce que vous aimez voilà, lire des articles? Est-ce que vous aimez échanger? Nous, la force du réseau des tricoteuses, on vous met en relation. Voilà, on vous invite à avoir déjà un mouvement à l'issue de ce diagnostic pour mettre un premier pas sur un nouveau chemin. Voilà, d'oser la belle aventure d'être vous-même. Si je reprends la petite affiche qu'on a mis sur le côté. Et puis simplement, avant de vous quitter, vous rappelez ce qu'on fait chez les tricoteuses. Il y a plusieurs façons de détricoter sa vie professionnelle, d'en retricoter une autre, soit de faire le point avec le bilan de compétences, soit d'apprendre à être entrepreneuse, d'apprendre aussi des nouvelles compétences qui sont demandées dans tous les modèles en fait, de transition. Et puis, toute la partie s'affirmer, quand on travaille en formation, quand on travaille en atelier. On est certifié Calliope. Donc, en fait, quasiment l'ensemble de nos accompagnements peuvent être pris en charge jusqu'à 100%, soit par le CPF, soit par vos OPCO. En tout cas, 99% aujourd'hui des femmes qui sont accompagnées ont bénéficié d'un financement sur la quasi-totalité du montant de la prestation. Donc, voilà, c'est des accompagnements qu'on mène avec le fil conducteur de la méthode FIL que je vous ai un petit peu dévoilé, des petits angles sur lesquels on peut aller travailler. Et ce qui est important pour nous, c'est toujours travailler maintenant la sororité, l'entraide, la bienveillance entre femmes. On a une notion de collectif qu'on intègre dans tous nos accompagnements, mais le collectif, c'est aussi parfois de dire, tiens, attends, il y a une autre tricoteuse qui a connu un peu le même parcours que toi, ou voilà, pas prendre un café avec elle, virtuel, mais peu importe, prends ce temps d'échange, ou, je sais pas, dans le bilan, ça arrive, une fille qui va aller explorer un domaine où j'ai pas sous le coude, où l'accompagnatrice n'a pas sous le coude une personne ressource qu'elle pourrait aller mobiliser pour poser des questions, pour faire une enquête. Bon, voilà, on demande dans le réseau. Et puis, la dernière fois, c'était pour ambulancière. On a trouvé une ambulancière qui était une copine d'une copine. Et puis, voilà, c'est aussi ça qui est important. Quand on devient tricoteuse, on reçoit. Et puis, on a toujours aussi, je pense, envie de redonner un petit bout aussi de ce qu'on a pu recevoir, quoi. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a donné des petits éclairages. 21h01, je ne suis pas trop mal dans le timing. N'hésitez pas à prendre rendez-vous pour faire un diagnostic. Ça sera avec plaisir qu'on échangera en tête à tête. Et puis, si vous avez des questions aussi ce soir, vraiment, n'hésitez pas à poser les questions. Voilà. Merci les filles pour vos merci. C'est aussi hyper agréable. J'espère que c'était pas trop monotone de m'écouter. Voilà, en tout cas, j'essaye d'apporter, pas être sur un diapo qui défile, mais aussi surtout vous donner des exemples. C'est comme ça qu'on se projette, c'est comme ça qu'on essaye de s'orienter. Les expériences des unes sont aussi des outils pour vous, pour la suite, quoi. Donc, faut se nourrir de tout ça. Et moi, j'essaie de vous le partager, en tout cas de vous nourrir de réflexion pour vous aider à cheminer sur ces temps de partage. En tout cas, c'est toujours un plaisir pour moi. Je suis dans ma zone de talent. Ça me donne du sens et ça me donne de l'énergie. Voilà, et au plaisir de vous rencontrer peut-être de façon en face à face, en individuel. En tout cas, voilà.
Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout, et puis, au plaisir et si vous avez une question, n'hésitez pas, mon mail c'est marie@les-tricoteuse.fr. Voilà. Belle soirée à toutes et peut-être à bientôt. Au revoir.